Au dîner de Noël, j'ai bousculé mon frère. Il m'a giflé. Papa a dit de m'excuser ou de partir. La joue brûlante, je suis parti. Le 25 décembre à 8 heures, j'ai laissé un colis à leur porte. Ce qu'il y ont trouvé les a fait hurler de panique. Je m'appelle Adeline et j'ai 34 ans. Au moment où la main de Benoît a frappé mon visage, la table du dîner de Noël est devenue si silencieuse que j'ai pu entendre la fourchette de quelqu'un tomber sur une assiette. Une seconde plus tôt, je portais un plateau de verre de cidre chaud à travers la salle à manger bondée, essayant de ne bousculer personne pendant que tout le monde riait, trinquait et faisait semblant que nous étions le genre de famille que les gens admiraient. Puis une chaise a raclé derrière moi. Quelqu'un s'est mis en travers de mon chemin et j'ai juste assez perdu l'équilibre pour que mon épaule frôle la veste coûteuse de Benoît. Quelques gouttes de cidre ont touché sa manche. C'était tout. Il s'est retourné si vite que j'ai à peine eu le temps de respirer avant que sa paume ne claque sur ma joue devant tous les membres de la famille présents dans la pièce. Ma peau a brûlé. Mes yeux se sont embués sous le choc, mais j'ai refusé de pleurer. Benoît m'a montré du doigt comme si j'avais détruit Noël lui-même et a crié « Quoi, tu es aveugle ?» Personne n'a bougé. Personne ne m'a défendu. Isabelle s'est précipitée vers lui, non pas pour vérifier mon visage, mais pour tamponner sa manche avec une serviette. François m'a regardé avec une froideur que j'avais passé des années à faire semblant de ne pas remarquer. Puis il a dit « Excuse-toi auprès de ton frère ou sors ». Je suis resté là, une main sur ma joue brûlante, fixant les personnes que j'avais protégées pendant des années, tandis qu'elles me regardaient comme si j'étais le problème. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement posé le plateau, me suis dirigé vers la porte d'entrée et suis sorti dans la nuit de Noël glaciale. Mais à 8 heures le lendemain matin, j'ai laissé un colis sur leur seuil. Et ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur les a tous paniqués. Le froid extérieur aurait dû me ramener à l'émotion, mais cela a fait le contraire. Au moment où j'ai quitté le porche et entendu la porte d'entrée se refermer derrière moi, quelque chose en moi s'est figé. Ma joue brûlait toujours de la gifle de Benoît, et je pouvais encore entendre sa voix résonner dans ma tête, me demandant si j'étais aveugle, comme si je n'avais pas passé la majeure partie de ma vie d'adulte à voir chaque faille dans cette famille et à payer discrètement pour les couvrir. J'ai marché jusqu'à ma voiture sans me retourner. Personne ne m'a suivi. Personne n'a ouvert la porte pour dire qu'ils étaient désolés. Personne n'a même appelé mon nom. Ce silence m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai descendu la route de montagne avec les lumières de Noël disparaissant derrière moi dans le rétroviseur. Et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti coupable de les laisser derrière moi. J'ai pensé à François, le père qui s'était autrefois assis à ma table de cuisine, les deux mains couvrant son visage parce que son entreprise de construction s'était effondrée après un projet de complexe de luxe raté. J'ai pensé à Isabelle, ma mère, qui avait pleuré dans un torchon et m'avait supplié de ne pas laisser la famille devenir un embarras public. J'ai pensé à Benoît, le fils qu'ils avaient toujours loué, protégé et excusé, même quand il était paresseux, cruel et imprudent avec l'argent qui n'était jamais le sien. 5 ans plus tôt, je les avais sauvés discrètement, entièrement. J'avais acheté le chalet de montagne où ils vivaient, puis je leur avais permis de dire à leurs amis que François avait simplement réduit ses investissements. J'avais réglé les arriérés d'impôts. J'avais couvert l'hypothèque en souffrance. J'avais même investi dans la chaîne de cliniques ophtalmologiques haut de gamme de Benoît parce qu'Isabelle insistait toujours sur le fait qu'il n'avait besoin que d'une seule vraie chance de faire ses preuves. Elle le qualifiait de doué. Elle le qualifiait d'incompris. Elle me qualifiait de dramatique chaque fois que je demandais pourquoi ces cliniques avaient besoin d'un autre transfert d'urgence. Au moment où j'ai atteint mon appartement à Paris, la douleur sur mon visage s'était estompée en quelque chose de plus froid et de bien plus utile. Je ne suis pas allé me coucher. Je ne me suis pas servi un verre. Je suis allé directement dans mon bureau, j'ai ouvert le coffre-fort mural derrière une photographie encadrée et j'ai sorti les documents dont j'avais espéré ne jamais avoir besoin. Le premier dossier contenait le titre de propriété du chalet. Mon nom y figurait. Seulement mon nom. Le deuxième dossier contenait l'accord qui permettait à mes parents et à Benoît d'y vivre gratuitement tant qu'ils respectaient les conditions de conduite de base. Le troisième dossier contenait le contrat d'investissement commercial pour les cliniques de Benoît, y compris la clause qui autorisait un examen immédiat, la suspension de compte et le rappel de prêt s'il commettait une faute, une fraude ou tout acte qui nuirait à la réputation de l'investisseur. Il l'avait signé avec un sourire narquois, pensant probablement que je ne l'utiliserais jamais.
Isabelle avait été témoin de la signature. François l'avait qualifié de paperasse inutile. J'ai placé les 3 dossiers sur mon bureau, puis j'ai appelé Victor. Il a répondu à la 3e sonnerie, sa voix calme et alerte, comme seul un avocat qui avait déjà géré des catastrophes familiales pouvait le faire après minuit. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Je lui ai parlé de la gifle, des témoins, de la menace de François et du fait que j'avais été expulsé d'une maison que je possédais. Victor ne m'a pas interrompu. Quand j'ai eu fini, il a posé une question. Êtes-vous prête à faire appliquer les accords? J'ai regardé les dossiers sous ma main et j'ai senti le dernier morceau de mon ancienne vie se briser. Oui, ai-je dit. Préparez l'avis d'expulsion, suspendez l'accès de Benoît à tous les comptes professionnels liés à mon financement, gelez les cartes de crédit de l'entreprise, commencez un audit forensique et faites livrer le tout à 8 heures du matin. Victor a hésité une seconde, puis a dit qu'il s'assurerait que chaque étape serait légale, propre et impossible à retourner contre moi. Après la fin de l'appel, je me suis assise seul dans mon bureau tandis que les lumières de la ville clignotaient à travers la fenêtre. Mon téléphone était silencieux. Toujours pas d'excuses. Toujours pas de message d'Isabelle me demandant si mon visage allait bien. Toujours pas d'appel de François admettant qu'il était allé trop loin. C'était bien. Le matin, ils arrêteraient de se demander si j'étais blessé et commenceraient à se demander combien de pouvoir ils avaient donné à la fille qu'ils traitaient comme une étrangère. Exactement à 8 heures le lendemain matin, une camionnette de livraison noire a traversé l'allée enneigée du chalet de montagne, transportant une boîte enveloppée dans du papier rouge profond avec un ruban doré soigneusement noué autour du couvercle. De l'extérieur, cela ressemblait à un cadeau de Noël. C'était le but. Benoît l'a trouvé le premier quart selon la notification de l'appareil photo sur mon téléphone, il avait ouvert la porte d'entrée en peignoir, s'attendant probablement à des excuses coûteuses de ma part. J'ai regardé les images silencieuses depuis mon bureau tandis qu'il ramassait la boîte, la retournait et la portait à l'intérieur avec la même confiance arrogante qu'il avait affichée la veille. Je n'avais pas besoin d'audio pour savoir ce qu'il disait. Il riait probablement. Il disait probablement à François et Isabelle que j'étais revenu en rampant. Pendant la majeure partie de ma vie, c'était exactement ce que j'avais fait. Je réparais ce qu'il cassait. Je m'excusais quand il me faisait du mal. Je payais quand Benoît échouait. Mais ce matin-là, la boîte ne contenait pas le pardon. Elle contenait des conséquences. À l'intérieur se trouvait un avis formel mettant fin à leur droit de vivre dans le chalet, leur donnant 30 jours pour déménager. En dessous se trouvait une lettre de Victor annonçant l'examen immédiat de chaque euro investi dans les cliniques ophtalmologiques de Benoît. En dessous se trouvait un avis suspendant ses cartes de crédit d'entreprise, son accès administratif et sa ligne de crédit garantie par l'investisseur en attendant un audit forensique. Puis est venue la clé USB. Dessus se trouvaient des images de sécurité de la caméra de la salle à manger que Benoît n'avait jamais réalisé être connectée au système du chalet que j'avais payé. La vidéo le montrait en train de me gifler. Elle le montrait en train de crier « Quoi, tu es aveugle ?» Elle montrait Isabelle courant nettoyer sa manche au lieu de vérifier mon visage. Elle montrait François m'ordonnant de m'excuser ou de partir. Et au fond de la boîte se trouvait une petite pile de factures déjà marquées de languettes jaunes. Ce n'était pas encore la preuve complète. C'était juste assez pour faire savoir à Isabelle que j'avais commencé à chercher. Mon téléphone a commencé à vibrer 11 minutes après l'ouverture du colis. D'abord François, puis Isabelle, puis Benoît, puis François à nouveau. J'ai laissé chaque appel sonner jusqu'à ce qu'il s'éteigne. 1 minute plus tard, Benoît a essayé d'utiliser sa carte d'entreprise pour commander une montre de luxe de dernière minute en ligne. L'alerte de fraude est venue directement sur le tableau de bord que Chloé m'avait déjà aidé à surveiller. Refusé. Puis il a essayé une deuxième carte. Refusé. Puis il a essayé de se connecter au portail de gestion de la clinique. Suspendu en attendant l'audit. C'est là que la panique a vraiment commencé. Les caméras le montraient faisant les 100 pas dans le salon, criant dans son téléphone. Isabelle était assise à la table de la salle à manger avec les copies des factures étalées devant elle, une main pressée sur sa bouche. François n'arrêtait pas de relire l'avis du chalet encore et encore, comme si les mots pouvaient changer s'il regardait assez longtemps. Je savais le moment exact où ils ont réalisé la vérité. Ils n'étaient pas des invités dans une maison de famille. Ils étaient des occupants d'une propriété que je possédais. Benoît n'était pas un homme d'affaires autodidacte.
Il gérait une entreprise construite avec mon argent et mes garanties. François n'était pas le chef de l'empire familial. Il vivait dans le filet de sécurité de la fille qu'il venait de jeter dehors dans la neige. Le chalet n'est pas devenu sombre. Je n'ai pas coupé leur chauffage ni les laissé en danger parce que je n'étais pas comme eux. L'électricité, l'eau et le chauffage de base sont restés allumés, mais tous les systèmes de luxe connectés à mes comptes ont été suspendus. La serrure de la cave à vin ne s'ouvrait plus. L'application du garage privé a cessé de fonctionner. Les panneaux de streaming, le système de divertissement intelligent et le service de conciergerie premium sont tous tombés en panne. La maison qu'ils aimaient exhiber est soudainement devenue un bâtiment calme et ordinaire rempli de personnes effrayées. À midi, Victor m'a envoyé un email confirmant que tous les avis avaient été correctement signifiés. À 14 heures, Benoît avait laissé 34 appels manqués et un message vocal me traitant de folle. À 16 heures, Isabelle a envoyé un SMS qui disait « Nous devons parler en famille ». J'ai regardé ces mots pendant longtemps. Famille. Ils n'utilisaient ce mot que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose de moi. J'ai posé le téléphone face vers le bas et j'ai attendu que l'équipe d'audit de Chloé termine le premier examen parce que le colis les avait effrayés. Mais ce qui allait suivre ferait bien plus que les effrayer. Cela les exposerait. 2 jours après Noël, j'étais assise dans une salle de conférence vitrée de mon bureau avec Chloé en face de moi et une pile de dossiers entre nous qui semblait s'alourdir chaque fois qu'elle tournait une page. Chloé était ma meilleure amie depuis l'université, mais dans cette pièce, elle ne me parlait pas comme une amie. Elle parlait comme une experte comptable judiciaire qui avait vu quelque chose d'horrible et ne voulait pas l'adoucir. Son ordinateur portable était connecté à l'écran derrière elle, et la première chose qu'elle m'a montrée était une liste de paiements de fournisseurs des cliniques de Benoît. Sur le papier, l'argent était allé à des fournisseurs de lentilles spécialisées, d'équipements de diagnostic, de matériaux de rénovation et d'inventaire médical. En réalité, la moitié de ces fournisseurs n'existaient pas. Certaines adresses menaient à des bureaux vides. Certains numéros fiscaux étaient faux. Certaines factures répétaient le même langage jusqu'à la même faute de frappe, juste avec des montants différents. Chloé a cliqué sur la diapositive suivante et mon estomac s'est serré. Les paiements étiquetés et l'équipement optique d'urgence avaient été redirigés vers des comptes connectés à Benoît. Les fonds de rénovation avaient été utilisés dans des casinos, des hôtels de luxe, des stations de ski et des plateformes de paris sportifs en ligne. Les réserves de remboursement des patients avaient été épuisées. Les remboursements d'assurance avaient été transférés vers des comptes fictifs. Ils n'étaient pas en difficulté. Ils volaient. Je suis resté très immobile pendant que Chloé expliquait que Benoît avait créé un modèle de fausse facturation à travers les cliniques, puis avait couvert les lacunes avec d'autres fausses factures. Les cliniques semblaient prospères parce qu'ils continuaient à ouvrir de nouveaux sites avec l'argent que je fournissais, mais derrière les salles d'attente polies et les marques coûteuses se trouvait un gouffre financier. Il utilisait mon investissement pour payer d'anciennes dettes, créer l'apparence de croissance et financer un style de vie qu'il n'avait pas le droit de vivre. J'aurais voulu être choqué, mais une partie de moi l'avait su. Les urgences constantes, les demandes soudaines, la façon dont Isabelle apparaissait toujours avant Benoît, me demandant de ne pas être trop dur avec lui. Puis Chloé a ouvert un dossier plus petit et son expression a changé. « Adeline, dit-elle doucement. Cette partie va faire mal. » Elle a glissé le dossier vers moi. À l'intérieur se trouvaient des formulaires d'autorisation pour plusieurs transferts importants qui n'auraient jamais dû être approuvés. Au bas de chacun se trouvait la signature d'Isabelle, non pas une fois, non pas 2 fois, encore et encore. Ma mère avait approuvé de fausses dépenses d'urgence, des remboursements personnels et des dépassements de budget qui ont permis à Benoît de continuer à vider les cliniques. Elle n'avait pas simplement ignoré ce qu'il faisait. Elle l'avait aidé à le cacher. J'ai fixé sa signature jusqu'à ce que les lettres s'estompent. La gifle avait été humiliante. L'ordre de François avait été cruel. Mais c'était différent. Ce n'était pas un moment d'énervement lors d'un dîner de Noël. C'était une trahison longue et délibérée perpétrée par des personnes qui me souriaient autour des tables de famille tout en utilisant ma confiance comme un compte bancaire. Chloé a attendu que je puisse respirer normalement à nouveau, puis m'a montré la dernière section de l'audit. Benoît devait de l'argent en dehors de l'entreprise aussi. D'importants retraits en espèces correspondaient à des paiements à des prêteurs privés. Il y avait des messages dans les registres provenant de numéros inconnus exigeant le remboursement. Certains étaient menaçants, certains mentionnaient des délais. Un message disait « Vous avez jusqu'au nouvel an où nous venons à la maison.
Cela expliquait la panique dans ses appels. Il n'avait pas peur de perdre les cliniques. Il avait peur parce que le flux d'argent s'était arrêté et que des gens bien moins patients que moi l'attendaient. J'ai demandé à Chloé à quel point c'était grave. Elle a croisé les mains et a dit, si nous envoyons cela aux autorités, il fait face à des accusations de fraude, d'abus de confiance et éventuellement de charges liées à l'assurance. Isabelle pourrait également faire l'objet d'une enquête pour avoir signé ses approbations. Je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai regardé à travers la paroi vitrée mes employés qui se déplaçaient dans le bureau à l'extérieur. Des gens qui travaillaient honnêtement, des gens qui gagnaient leur salaire, des gens qui n'auraient jamais les chances que Benoît avait gâchées. Pendant des années, François et Isabelle m'avaient dit que j'étais trop dur quand je le remettais en question, trop méfiante, trop froide, trop obsédée par la paperasse. Maintenant, la paperasse était la seule raison pour laquelle je pouvais prouver la vérité. J'ai dit à Chloé de continuer et de tout préparer dans un dossier de preuves propres. Puis j'ai appelé Victor et lui ai dit que nous n'avions plus affaire à un litige familial. Nous avions affaire à des crimes cachés sous des sourires de Noël et des excuses familiales. Cet après-midi-là, Benoît a laissé un autre message. Sa voix n'était plus arrogante. Elle tremblait. « Adeline, dit-il, débloque les comptes. Tu ne comprends pas ce que tu fais. » J'ai écouté une fois, sauvegardé le message et l'ai transmis à Victor. Pour la première fois, j'ai compris que mon frère avait construit toute sa vie sur une seule conviction. Il croyait que j'absorberais toujours les dommages. Il était sur le point d'apprendre que j'avais fini d'être le coussin entre lui et les conséquences. 3 jours plus tard, la réception a appelé mon bureau pour dire qu'il y avait un désordre dans le hall. Je savais déjà qui c'était avant que la réceptionniste ne prononce les noms. Benoît était arrivé avec François et Isabelle, et selon la voix tremblante au téléphone, ils exigeaient de me voir immédiatement. Je suis sorti sur le balcon qui surplombait le hall et je les ai vus en bas. François se tenait près du bureau de sécurité, parlant assez fort pour que les clients et les employés puissent l'entendre. Isabelle avait une main sur la poitrine comme si elle était à quelques secondes de s'évanouir. Benoît faisait les 100 pas derrière eux, les cheveux en désordre, son manteau à moitié boutonné, le visage pâle d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Il ressemblait moins à l'homme confiant qui m'avait giflé, et plus à quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis que l'argent s'était arrêté. François disait à quiconque l'écoutait que j'avais abandonné ma famille à Noël. Isabelle n'arrêtait pas de dire que j'étais confuse et émotive. Benoît n'arrêtait pas de répéter qu'il avait besoin de me parler seul. Je ne l'ai pas laissé faire. J'ai demandé à la sécurité de les amener tous les 3 dans la salle de conférence exécutive. Quand ils sont entrés, ils m'ont trouvé assise à la tête de la table. Victor était assis à ma droite avec un enregistreur déjà visible. Chloé était assise à ma gauche avec un ordinateur portable ouvert et le dossier de preuves prêt. C'était la première fois que Benoît hésitait. Il s'était attendu à des larmes. Il s'était attendu à la culpabilité. Il s'était attendu à la version de moi qui baissait toujours la voix pour éviter que la famille ne soit embarrassée en public. Cette femme n'était plus dans la pièce. François a commencé le premier, utilisant le même ton sévère qu'il avait utilisé à table. « Adeline, cela est allé trop loin. Tu punis ta mère la semaine de Noël à cause d'une seule dispute. » Je l'ai regardé sans cligner des yeux. « Une seule dispute ?» ai-je demandé. Isabelle a immédiatement commencé à pleurer, disant qu'elle avait à peine dormi, que le chalet ressemblait à une prison, que les voisins posaient des questions. Benoît a claqué les 2 mains sur la table et a crié « Arrête de jouer et réactive les comptes. J'ai besoin d'un accès aujourd'hui. » Son désespoir a rempli la pièce. François s'est tourné vers lui brusquement, comme si alors seulement, il réalisait que son fils n'était pas en colère par fierté. Il avait peur de quelque chose. J'ai appuyé sur un bouton et l'écran derrière moi s'est allumé. D'abord est venue la vidéo du dîner de Noël. La gifle, le silence, François m'ouvrant la porte pour que je parte. Isabelle nettoyant la manche de Benoît. Personne n'a parlé pendant qu'elle jouait. Puis j'ai montré l'acte de propriété du chalet. Puis l'accord d'occupation signé. Puis le contrat d'investissement. Benoît a détourné le regard. La mâchoire de François s'est serrée. Isabelle a murmuré mon nom comme si elle voulait m'arrêter avant que je n'atteigne la partie qu'elle redoutait le plus. J'ai continué. Chloé a présenté les fausses factures l'une après l'autre. Lentilles spécialisées jamais commandées. Équipement jamais livré.
Rénovation jamais terminée. Transfert approuvé par Isabelle. Retrait lié à des plateformes de jeux d'argent et à des prêteurs privés. Plus les diapositives défilaient, plus ma famille paraissait petite. Benoît a essayé de dire que j'avais mal compris l'entreprise. Chloé a calmement expliqué que la piste d'audit était claire. Isabelle a essayé de dire qu'elle avait signé ce que Benoît lui avait présenté parce qu'elle lui faisait confiance. Victor a demandé si elle voulait faire cette déclaration formellement sous serment. Elle a immédiatement cessé de pleurer. François s'est penché en avant, sa voix plus faible maintenant. « Adeline, s'il te plaît. Nous pouvons gérer cela en privé. C'est une affaire de famille. » Cette phrase m'a finalement fait me lever. Non, ai-je dit, une affaire de famille, c'est oublier un anniversaire. Une affaire de famille, c'est se disputer au dîner. La fraude n'est pas une affaire de famille. L'abus de confiance n'est pas une affaire de famille. M'agresser devant des témoins n'est pas une affaire de famille. Le visage de Benoît s'est tordu de rage, mais la peur le maintenait sur sa chaise. J'ai mis 2 options sur la table. Il pouvait quitter le chalet dans le délai de préavis restant, restituer tous les biens de l'entreprise, coopérer pleinement avec l'audit et cesser de contacter mes employés, ou Victor livrerait le dossier de preuve à l'unité des crimes économiques avant la fin de la journée. Isabelle a tendu le bras vers François. Benoît a fixé l'écran comme s'il pouvait faire disparaître les preuves avec ses yeux. Pour une fois, aucun d'entre eux n'avait d'ordre qui fonctionnait sur moi. Pas de culpabilité, pas de cri, pas de mention de sang. Victor a fermé le dossier et leur a dit que la sécurité les escorterait à la sortie. Tandis qu'il se levait, Benoît s'est penché vers moi et a murmuré que je n'avais aucune idée à qui j'avais affaire. Je l'ai regardé et j'ai dit, pour une fois, Benoît, toi non plus. Quand la porte s'est refermée derrière eux, j'ai expiré lentement. Mes mains tremblaient sous la table, non pas de peur, mais de soulagement. Ils étaient venus pour me briser. Au lieu de cela, ils sont partis en sachant que je pouvais enterrer tous les mensonges qu'ils avaient construits. La semaine suivante a transformé le chalet en quelque chose qu'aucun d'entre eux ne reconnaissait. Non pas parce que les pièces avaient changé, mais parce que la vérité s'y était enfin installée et s'asseyait avec eux à chaque repas. Benoît ne faisait plus semblant d'être en contrôle. Il passait la plupart de son temps enfermé dans sa chambre, discutant par intermittence au téléphone à voix basse et frénétique. François faisait les 100 pas dans les couloirs, lisant le même avis juridique encore et encore, cherchant une échappatoire qui n'existait pas. Isabelle se déplaçait dans la cuisine comme un fantôme. Parfois elle pleurait, parfois elle criait après François, parfois elle défendait Benoît. Même après tout ce qu'elle avait vu, elle voulait toujours croire qu'il y avait une explication qui le ferait redevenir son garçon d'or. Mais le monde extérieur se refermait. Le personnel de la clinique a commencé à appeler au sujet des accès à la paix gelée. Les fournisseurs exigeaient le paiement. Les patients se plaignaient de l'annulation des rendez-vous. Puis les messages privés ont commencé à parvenir à Benoît plus souvent. Une nuit, selon les journaux de sécurité examinés plus tard par Victor, Benoît a reçu 6 appels entre minuit et 2 heures du matin. Après le dernier appel, il a traversé la maison pieds nus, vérifiant les pièces comme un voleur. L'ironie était presque trop parfaite. Pendant des années, François et Isabelle m'avaient accusé d'être froide parce que je protégeais mes finances avec des contrats et des coffres-forts. Mais ils avaient élevé un fils qui savait exactement où il cachait tout. Vers 3 heures du matin, Benoît est entré dans leur chambre pendant qu'ils dormaient. Isabelle avait gardé une petite boîte à serrure sous le lit pour les urgences. À l'intérieur se trouvaient des enveloppes d'argent, des bijoux, de vieux documents et les quelques objets de valeur qu'ils n'avaient pas déjà vendus ou mis en gage. Benoît connaissait le code parce qu'Isabelle lui avait fait confiance des années auparavant. Il a ouvert la boîte et a tout pris. L'argent de leurs économies de retraite, la montre d'anniversaire de François, les boucles d'oreilles en diamant d'Isabelle, un bracelet en or qui avait appartenu à sa mère, même un dossier de papier d'identité personnelle qu'il pensait pouvoir l'aider à disparaître. Il a laissé une note écrite au dos d'une carte de Noël. « Je suis désolé. Je vous rembourserai quand j'aurai réglé ça. » C'était tout. Le matin, le cri d'Isabelle a résonné dans le chalet. François l'a trouvé par terre à côté de la boîte à serrure vide, serrant la note des 2 mains. Au début, il a pensé que j'avais envoyé quelqu'un pour saisir leurs biens. Puis il a lu l'écriture de Benoît. Quelque chose en lui s'est effondré. Pas de façon dramatique, pas bruyamment.
Il s'est simplement assis sur le bord du lit et a fixé la boîte vide pendant qu'Isabelle sanglotait que Benoît ne ferait jamais cela à moins d'être désespéré. C'était la tragédie d'Isabelle. Même quand son fils préféré l'a volée, elle a toujours essayé de faire passer sa trahison pour une circonstance plutôt qu'un choix. Benoît était parti. Son téléphone était éteint. Sa voiture manquait. Et les parents qui m'avaient jeté dehors pour avoir frôlé sa veste se sont retrouvés sans rien parce que le soleil qu'ils protégeaient avait vidé leur dernier filet de sécurité. Le 30e jour est arrivé sous un ciel d'hiver gris. Les agents du département sont arrivés les premiers, suivis par l'équipe immobilière que Victor avait organisée. Tout était légal, documenté et calme. Cela rendait la situation encore pire pour François et Isabelle. Il n'y avait pas de combat dramatique à gagner. Pas de discours émotionnels pour changer le résultat. Ils avaient signé l'accord. Ils l'avaient violé. Ils avaient ignoré la vie. Maintenant, le chalet était rendu à son propriétaire. Je suis arrivé 20 minutes plus tard et me suis garé près du portail. Je ne suis pas entré. Je n'avais pas besoin de traverser ces pièces pour savoir ce qui se terminait. François et Isabelle se tenaient près de l'allée avec quelques valises, 2 sacs en plastique et des visages qui semblaient 20 ans plus vieux qu'au dîner de Noël. Quand François a vu ma voiture, il s'est précipité vers moi avec l'espoir désespéré d'un homme qui avait pris ma gentillesse pour une ressource inépuisable. Il a frappé à la vitre du passager. « Adeline, s'il te plaît » a-t-il dit, sa voix étouffée par la vitre. « Ton frère a tout pris. Nous n'avons nulle part où aller. » Isabelle se tenait derrière lui, pleurant dans ses gants. J'ai gardé mes mains sur le volant. Je n'ai pas baissé la vitre. Non pas parce que je voulais qu'il souffre, mais parce que je savais qu'une fenêtre ouverte deviendrait une nouvelle tentative de me ramener dans le rôle qu'il m'avait assigné. Victor s'est interposé entre François et la voiture, tenant un dossier et une petite carte. Il a expliqué que des informations sur le logement temporaire, les détails de stockage et une allocation de réinstallation de base avaient été organisés à partir de fonds non liés aux entreprises de Benoît. C'était plus que ce qu'ils méritaient, mais c'était suffisant pour que je reste qui j'étais sans devenir qui ils étaient. François a regardé la carte comme si elle l'insultait. Isabelle a demandé si je pouvais au moins lui parler. Je l'ai regardée à travers la vitre et je me suis souvenu qu'elle essuyait la manche de Benoît pendant que ma joue brûlait. Je me suis souvenu de sa signature sur les fausses approbations. Je me suis souvenu de toutes les fois où elle m'avait dit d'être patiente avec lui parce qu'il faisait partie de la famille. Je n'ai pas parlé. Les portes se sont ouvertes. Les agents ont terminé leur travail. François et Isabelle se sont reculés tandis que ma voiture avançait sur la propriété qu'ils avaient prétendu être la leur. Dans le rétroviseur, je les ai vus rapetisser contre la neige avec leurs sacs à leurs pieds. Ils avaient choisi Benoît plutôt que moi à chaque fois. Au final, Benoît s'est choisi lui-même plutôt qu'eux. 3 mois plus tard, Benoît a été arrêté sur le parking d'un motel à 2 départements de là alors qu'il tentait de vendre les bijoux d'Isabelle à un homme qui s'est avéré travailler avec les enquêteurs. À ce moment-là, le dossier de preuve était devenu beaucoup plus volumineux que celui que Chloé m'avait montré au début. L'audit allié de fausses factures, des fonds d'investissement volés, des irrégularités d'assurance, des registres de fournisseurs falsifiés et des transferts non autorisés des comptes de la clinique. Victor m'avait averti qu'une fois que nous aurions tout remis, je ne pourrais pas contrôler jusqu'où l'affaire irait. Je lui ai dit que je comprenais. Pendant des années, ma famille m'avait demandé de contrôler les conséquences, de les adoucir, de les retarder, de les payer et de les cacher. J'avais fini. L'arrestation de Benoît n'a pas été dramatique comme il l'aurait voulu. Il n'y a pas eu de discours final, pas de costume coûteux, pas de famille loyale l'entourant, juste un homme fatigué dans une veste bon marché portant un sac rempli de bijoux volés et d'excuses que personne ne croyait plus. La gifle de Noël est devenue une partie du dossier grâce à la vidéo, mais elle était presque insignifiante par rapport à tout ce qu'il avait fait. Pourtant, pour moi, cette gifle comptait. C'est le moment où le masque est tombé. C'est le moment où il a montré à tout le monde ce qu'il croyait que je valais. François et Isabelle ont emménagé dans un petit appartement en périphérie de la ville, loin des vues sur la montagne, des fêtes de fin d'année et des cercles sociaux qu'ils avaient tant lutté pour impressionner. J'ai appris par Victor qu'ils se disputaient constamment. François blâmait Isabelle de protéger Benoît. Isabelle blâmait François d'être trop fier pour s'excuser auprès de moi plus tôt. Aucun d'eux ne se blâmait complètement parce que cela aurait exigé une sorte d'honnêteté qu'ils avaient évitée pendant des décennies.
Mais la réalité a fait ce que mes mots n'auraient jamais pu faire. Elle les a forcés à vivre avec le résultat de leur choix. Ils ont perdu le chalet. Ils ont perdu l'image. Ils ont perdu le fils qu'ils avaient transformé en roi. Et ils ont perdu la fille qui avait discrètement maintenu le sol sous leurs pieds. Quant au chalet, je ne l'ai pas gardé. L'endroit était magnifique, mais la beauté peut encore contenir de mauvais souvenirs. Chaque couloir me rappelait des insultes avalées. Chaque fenêtre me rappelait la nuit où je suis sorti seul. Je l'ai vendu à un groupe hôtelier pour bien plus que ce que j'avais payé à l'origine. Et pour la première fois, je ne me suis pas senti coupable de tirer profit de quelque chose lié à ma famille. J'ai utilisé une partie de l'argent pour développer un fonds pour les femmes qui créent de petites entreprises dans les domaines de la santé, de la technologie et des services professionnels. Non pas parce que chaque femme doit devenir riche ou puissante, mais parce que trop de gens apprennent à être généreux sans apprendre à se protéger. Je voulais que ces femmes comprennent les contrats, la propriété, le crédit, les limites et la différence entre aider quelqu'un et laisser quelqu'un vous consumer. Chloé a rejoint le conseil consultatif. Victor a aidé à créer des ateliers gratuits sur les protections commerciales de base. J'ai commencé à parler à de jeunes fondatrices des leçons que j'avais apprises de manière douloureuse. Ne laissez jamais la culpabilité remplacer le bon jugement. Ne laissez jamais la pression familiale effacer la clarté juridique. Ne confondez jamais le maintien de la paix avec l'amour. Et ne permettez jamais à quelqu'un de vous traiter de cruel simplement parce que vous avez finalement cessé de lui faciliter la vie à vos dépens. Les gens me demandent parfois si je regrette de ne pas avoir ouvert la vitre de la voiture ce jour-là. Je ne le regrette pas. Je regrette d'avoir attendu si longtemps pour fermer la porte. C'est la vérité que personne n'aime dire à voix haute. Les familles toxiques ne semblent pas toujours toxiques de l'extérieur. Parfois, elles sourient sur les photos de vacances. Parfois, elles sont assises autour de tables coûteuses. Parfois, elles disent le mot famille tout en vous utilisant comme portefeuille, bouclier et bouc émissaire. Mais la vraie famille n'est pas construite sur la peur, l'humiliation ou le sacrifice sans fin d'une personne. La vraie famille exige le respect. Elle exige la responsabilité. Elle exige des soins qui vont dans les deux sens. Ce qui est arrivé à Benoît n'était pas une vengeance au sens puéril du terme. Je n'ai pas détruit une personne innocente. J'ai cessé de protéger un coupable. Ce qui est arrivé à François et Isabelle n'était pas une cruauté aléatoire. C'était le résultat naturel de choisir les apparences plutôt que la vérité et le favoritisme plutôt que l'équité. Ma vie est plus calme maintenant. J'ai des amis qui me demandent comment je vais et qui écoutent réellement la réponse. J'ai un travail qui compte. J'ai des matins où mon téléphone n'est pas rempli d'urgences créées par des gens qui n'ont jamais eu l'intention de me remercier. La paix m'a semblé étrange au début parce que j'avais passé si longtemps à confondre le chaos avec la connexion. Mais la paix n'est pas vide. La paix est le son de votre propre vie qui vous appartient enfin. Donc, si vous écoutez ceci et que quelqu'un dans votre vie continue de vous faire du mal puis vous demande de lui pardonner à cause du sang, de l'histoire ou de la culpabilité, souvenez-vous de ceci. Le pardon n'exige pas l'accès. La gentillesse n'exige pas la soumission. L'amour n'exige pas que vous restiez immobile pendant que quelqu'un vous détruit. Parfois, la leçon la plus précieuse que vous puissiez apprendre est que s'éloigner n'est pas une faiblesse. Parfois, c'est le premier acte d'estime de soi honnête que vous vous êtes jamais accordé.